Allons-y pour l'équation de transport. Les schémas, on va voir ce qu'on appelle les schémas amont, explicite et implicite. Amont écrit comme ça, on a à voir avec Benoît Hamon. Alors, donc l'équation de transport qu'on va considérer, c'est la suivante. On va faire simple, on va se placer avec condition de Dirichlet à gauche. Donc on cherche à résoudre l'équation de transport d rond tu de tx plus v d rond xu de tx. J'insiste sur le fait que v est une constante strictement positive égale 0. Ça c'est pour x dans 0 t, pour t dans 0 t et x appartenant à 0, 1. Avec la condition au bord de Dirichlet à gauche, u de t 0 égale 0, ça c'est pour tout temps strictement positif. Donc ici on est sur 0 grand t, on cherche à résoudre cette équation sur un domaine de temps borné. Et puis enfin, la condition initiale, u de 0 x égale u0 de x, et ici c'est pour x appartenant à 0. Alors je sais que pour cette équation, on connaît la solution explicite, celle qu'on a vue au chapitre précédent, c'est u0 de x moins ct dès que x est plus grand que u0 de x moins vt dès que x est plus grand que vt, et puis 0 avant. En gros, ce qu'on va faire, il suffirait qu'on change un tout petit peu l'équation et on n'aurait pas de solution explicite alors qu'on peut encore faire marcher tout ce qu'on va dire sur le schéma numérique. Donc, rassurez-vous, ça ne sert pas à rien de faire tout ça. Pour l'équation de diffusion, c'est encore plus vrai. On a vu que l'équation de diffusion, on avait une solution, mais tout sauf très explicite. Et, donc le schéma numérique, là, c'est d'une certaine manière encore plus nécessaire. Ok, alors, donc, on sait que cette équation met une solution, en fait, croyez-moi, elle est même unique, et donc c'est elle qu'on va vouloir approcher. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire cette équation-là en les points de la grille, les Tn, xj. Donc, allons-y. Donc, on va écrire les schémas. C'est 2, 1 schéma. Alors, la première chose à faire, avant de regarder l'équation, c'est de discrétiser, ce qu'on appelle discrétiser, la condition initiale ainsi que la condition au bord. Pour la condition au bord, donc qu'est-ce qu'on va écrire Commencer par les données initiales. Alors bien sûr, ça ne va pas être très difficile de discrétiser ça. On va poser. On pose. Je vous rappelle que nous, on veut construire des quantités U, N, J. Donc on va, pour N égale 0, c'est-à-dire pour approcher la donnée, la condition initiale, on ne va pas seulement l'approcher, on va prendre exactement cette condition initiale. C'est-à-dire qu'on va poser U0J égale U0 de XJ. Ça, c'est pour J compris entre 0 et Nx. Première chose. Ça, c'est pour les données initiales. Condition au bord, maintenant. Alors, donc ici, je vais devoir m'intéresser à UJN, mais ce qui varie, c'est le temps, donc c'est N qui va bouger, et J, lui, va être fixe à 0. Autrement dit, je vous rappelle que pour J égale 0, c'est ce qui est censé approcher ce que vaut la fonction en x égale 0 précisément, puisque J fois delta x, c'est ce qu'on a noté xj. Donc la condition au bord, très naturellement, on va poser U n 0 égale 0 pour n appartenant. Alors la condition au bord, elle s'active à partir de n égale 0, donc c'est pour n appartenant à 1 nt. J'insiste, ici on ne prend pas n égale 0 parce que pour n égale 0, rien ne nous impose à ce que la fonction vaille 0. La condition initiale vérifie la condition de Dirichlet au bord. Alors on a vu que pour trouver la solution explicite qu'on a trouvée au chapitre précédent, il le fallait. Mais d'ailleurs, c'est un des avantages de la simulation numérique. Pour la simulation numérique, vous allez voir, on va simuler et résoudre cette équation numériquement sans avoir à s'embêter avec ces histoires de U0 de 0 égale 0, U' de 0 égale 0, dont on avait dit qu'elles étaient bizarres. On n'a pas du tout besoin. Et numériquement, ça va se retrouver. À aucun moment, on va avoir besoin d'un équivalent discret de ces hypothèses.
donc ça c'était ce qui était facile. Donnée initiale, bien sûr que uj0, ce qui est censé approcher la fonction au temps 0 au point xj, bah, je prends exactement u0 de xj, je la connais la fonction. Je n'ai pas besoin d'approcher quoi que ce soit. Pour les conditions au bord, bah, je prends exactement la condition qui m'est demandée, savoir 0. Là aussi, c'est une discrétisation exacte. Maintenant, pour ce qui est de l'équation elle-même, donc le dp, bah, c'est là qu'on va utiliser des différentiels. Donc je vais écrire cette équation, moi je veux l'approcher seulement, on a dit, en Tn xj. Donc j'ai pour tout n appartenant à 0, nt, et pour tout j appartenant à 0, nx, je dois avoir, alors pardon, c'est pour tout n appartenant à 1 nt en fait. Alors, cette équation elle est censée être valable partout. Partout en temps. Alors il se trouve que ici, formellement ici, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à nx ni de prendre 0, puisque vous avez vu qu'on a juste besoin d'écrire ça pour x appartenant à 0. On va voir que ça change strictement rien parce que, alors soyons très précis. Pour le dp, lorsque je suis au bord, ici, autrement dit en j égale 0 et à n égale nt, je vais avoir un0 égale 0. Ça, c'est déjà fixé par cette relation. Donc, il va y avoir des conditions qui sont redondantes, mais qui sont cohérentes. Donc, j'écris le dp bah, au temps tn et au point xj. J'ai d rond t u de tn xj plus v d rond xu de tn xj qui est censé être égal à 0. Et puis, je vais discrétiser ça de deux manières différentes. Alors on va commencer par le faire en Euler explicite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir plusieurs schémas à proposer, hein, comme sans trop de surprise. Donc, ce que je sais, c'est qu'en remplaçant ça, donc, je vais remplacer ça via la discrétisation Euler qui mène à Euler explicite. C'est-à-dire que je vais écrire Tn plus 1, la fonction en Tn plus 1 moins la fonction en Tn sur delta T. Donc j'obtiens à gauche U de Tn plus 1 xj moins U de Tn xj de tout sur delta T. Et là aussi, il y a un choix à faire, et on va faire le choix de ce qu'on appelle décentré amont. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus en exercice, on verra. Mais en fait, ce choix s'impose. Hein. On est obligé de faire du xj moins delta x, autrement dit xj moins 1, plutôt que du xj plus 1. Donc ici, on obtient, en utilisant les différences finies, hein, ici c'est de la forme f de x moins, alors avec tout à l'heure f de z moins f de z moins delta z sur delta z. C'est ça que j'ai utilisé ici. Et ça, c'est censé être à peu près égal à 0. Hein. Ce truc-là valant 0, quand je remplace par ces approximations, bah, j'ai quelque chose qui vaut à peu près 0. Et ça conduit à définir quoi? Eh bien, les UJN par... Donc ça va être UJN plus 1 moins UJN sur delta T plus V, celui-là c'est UJN, et celui-là UJ moins 1N sur delta X. Donc voilà comment on va définir par récurrence les UJN. Hein, on va l'écrire de manière un petit peu plus compacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que UJN plus 1, je vais essayer d'écrire tout ce qui dépend de n plus 1 en fonction de ce qui dépend de n. Hein, ça, c'est ce qu'on fait depuis toujours hein, sur les schémas numériques. Comme ça va expliquer comment, à partir de UJN, tous les UJN, autrement dit, n étant fixé, tous les UJN pour J parcourant 0nx, comment je vais calculer les UJN plus 1 où J parcourt 0nx. Donc UJN plus 1, c'est égal à... Donc je vais faire passer ça de l'autre côté, je vais avoir des UJN, je vais en avoir un ici, et puis je vais avoir un plus, quand je vais multiplier par delta t, je vais avoir plus V
delta t sur delta x, avec un moins d'ailleurs, hein, heureusement, et puis plus v delta t sur delta x. Ce que j'ai pas dit, c'est en quoi de quoi c'était en facteur. 1 moins delta t sur delta x, c'est en facteur de UJN, plus v delta t sur delta x, uj moins 1 n. Okay. Donc vous voyez, ça c'est important de bien comprendre que si j'ai été capable par récurrence donc, de calculer les UJN pour tout j, n étant fixé, bah, par cette formule, je vais calculer UJN plus 1. Alors regardons plus précisément. Ici, bien sûr, hein, cette égalité, elle est valable. J égale 1, vous voyez qu'il y a un problème si je prends J égale 0 ici, parce que j'ai moins 1. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, la valeur de UJN ou UJN plus 1 pour J égale 0, elle est fixée par la condition au bord. Donc ici, en fait, on a juste besoin hein, de se placer pour J allant de 1 à nx. Et donc vous voyez que si je connais U0n, U1n, etc., bah, je suis capable de calculer U1n plus 1, U2n plus 1, etc., jusqu'à UNXN plus 1. La valeur pour G égale 0 étant fixée par la condition de bord. Donc ça donne... Il faut voir ça comme... C'est une relation de récurrence donnant UJN plus 1 où J parcourt ici en nx en fonction de U0n plus 1, pardon, de UJN où J parcourt cette fois 0 nx. Ok, donc on est content parce que bah, ça on peut le faire. On peut le faire de manière récurrente. Ok, donc vous voyez que ici on va écrire les choses un petit peu différemment parce que d'abord on va donner un nom à ce truc là, V delta t sur delta x. Et je vais appeler ça nu. C'est une certaine grandeur strictement positive qui dépend de V qui est une constante du problème et du choix qu'on fait du pas de temps et de delta x. Et du coup, je vais regarder ce que cette relation s'écrit UJN plus 1 égale 1 moins nu UJN plus nu UJ moins 1. Okay. Donc ça, c'est sympa parce que finalement, si on regarde bien, ce truc-là, ça permet d'écrire la relation qui lie les UJN et les UJN plus 1 de manière matricielle. C'est déjà le cas ici, mais c'est encore le cas de manière encore plus compacte ici. Donc allons-y. Matriciellement, on tombe sur quoi? Alors matriciellement, on note donc il va falloir donner un nom à ce vecteur-là. Et vous voyez que ce qui est fixé par les conditions au bord, c'est ce qui se passe en J égale 0. U0n vaut toujours 0. Et donc on va plutôt se concentrer sur ce qui reste, c'est-à-dire le vecteur U1n, U2n, etc. jusqu'à UNX n pour n appartenant à 0, n2. Et on a alors la relation matricielle suivante. Alors, UN plus 1 donc voyons voir. UN plus 1, ça fait quoi?
La relation qui lie le vecteur, donc je vais écrire ça comme ça. Ok. Si je veux calculer le premier, donc ici, j'ai le vecteur U1 n plus 1, pardon, le scalaire U1 n plus 1, U2 n plus 1, etc., U3 n. Donc U1 n plus 1, comment il s'écrit en fonction des UN? La première relation, c'est que U1 n plus 1, c'est donné par 1 moins nu U1 n, donc c'est 1 moins nu fois le premier élément du vecteur UN, plus nu fois U0n. Alors U0n, il n'est pas dans le vecteur UN, hein. Vu la définition que j'ai donnée, U0n, je ne l'ai pas mis. C'est pas grave parce que U0n, il vaut 0. Donc là, j'ai rien, j'ai 0. Et puis ensuite, j'ai que des 0. Ok, ensuite je continue. Vous voyez que pour la construction de cette matrice, la condition de bord est importante. Ensuite, je vais regarder ce que fait U2n plus 1. U2n plus 1, comment il s'écrit en fonction des composants du vecteur UN. U2n plus 1, c'est 1 moins nu U2n plus nu U1n. Autrement dit, sur la diagonale, donc ici j'ai 0, puis ici j'ai 1 moins nu, et puis que des 0. Et si je continue, vous voyez que je finis par avoir précisément, donc j'ai des 0 ici, je vais peut-être la faire un petit peu grosse, ma matrice. Ici, donc on a dit 1 moins nu, 0, etc., 0. Ensuite, j'ai 1 moins nu. Alors, donc ici j'ai UN. Donc pardon, heureusement que je l'ai effacé parce que c'était faux, hein, bien sûr. Ici, le premier truc qui vient ici, c'est la composante de U2n plus 1 en fonction de U1n. Donc ici, j'ai nu. Puis j'ai des 0 ensuite. 0, etc., 0. Et puis si je continue, vous voyez que finalement, je vais avoir une matrice avec des 1 moins nu sur la diagonale et puis nu en dessous. Donc ça fait ici, 0 ici, nu, 1 moins nu, etc. J'ai un nu ici. Et partout ailleurs, j'ai des 0. 0, 0, ici aussi. Donc il y a seulement un moins nu sur la diagonale et nu sous la diagonale. Okay. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on constate que ça s'écrit sous une forme plus agréable encore. Ça s'écrit sous la forme UN plus 1, c'est identité, la matrice identité plus A fois U. Ça fait penser au fait que ça fait penser à Euler explicite. Dans le A, là, il va y avoir un delta t caché puisque nu lui-même cache un delta t. La matrice A, c'est la matrice où vous avez moins, il faut même factoriser nu. Alors est-ce que je l'ai factorisé ici? Ok, bon. Disons que je le factorise alors. Donc j'ai nu moins 1, et puis j'ai des 1 sous la diagonale. Puis partout ailleurs, c'est 0. Ça, c'est la matrice A qui apparaît. Alors, dans le cas de la méthode d'Euler implicite maintenant, vous voyez que ça c'est une récurrence parfaitement définie qui permet de calculer UN plus 1 à partir de UN et ce jusqu'au dernier n, c'est-à-dire ici ça consiste à prendre n égale nt moins 1. Pour Euler implicite maintenant, vous vous rappelez que Euler implicite c'est le cas où le terme, on regarde la dérivée en temps, on en fait la même discrétisation qu'on a fait tout à l'heure, et puis l'autre terme, lui au lieu de l'écrire à tn, on l'écrit à tn plus 1. Hein, donc ce qu'on va écrire c'est que alors j'ai écrit ça, est-ce que je l'écris directement? Donc maintenant je vais écrire Euler implicite. Donc au premier terme, je le discrétise pareil, hein, j'ai démonté, j'ai eu, ça c'est exactement la même chose que tout à l'heure, u de tn plus 1 xj moins u de tn xj sur delta t, plus, et c'est le second terme que je vais non pas discrétiser à tn plus 1, mais à tn.
Bon, non pas ATN, mais ATN plus 1. Donc j'ai plus V U de T n plus 1 J moins U de Tn moins U de Tn plus 1 xj moins 1, et tout sur delta x. Et tout ça, c'est à peu près égal à 0. Donc j'insiste, c'est la même chose, sauf que les U qui apparaissent ici, je les discrétise, je les écris non pas autant Tn, mais autant Tn plus 1. C'est ça le principe de l'air implicite. Et donc si maintenant on choisit les UJN comme étant solution de cette équation, donc on choisit, on définit les UJN pour J appartenant à 1nx et n appartenant à 0 nt moins 1 par, je prends cette relation-là, et du coup ça me donne quoi? Ça me donne uj n plus 1 moins ujn sur delta t plus v uj n plus 1 moins uj moins 1 n plus 1 sur delta x égale 0. C'est comme ça que je définis les UJN, par cette relation de récurrence. Et cette relation de récurrence, vous pouvez l'écrire de la manière suivante. Vous pouvez écrire que donc je fais passer les UJN d'un côté et les UJN et tout ce qui est en n plus 1 de l'autre. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir, qu'est-ce que j'ai devant UJN plus 1? Une fois que j'ai multiplié tout le monde par delta t, j'ai 1 plus v delta t sur delta x, UJN plus 1, plus, pardon, est égal, il me manque voilà, ce terme-là, plus, je vais arriver, moins v delta t sur delta x, uj moins 1 plus 1, égale ujn. Alors là, c'est un peu moins agréable quand même, hein, comme souvent avec l'air implicite. Si je connais les UJN, eh bien pour calculer les UJN plus 1, c'est un peu embêtant. Hein, vous voyez que l'équation de gauche fait intervenir à la fois uj n plus 1 et uj moins 1 n plus 1. Alors qu'à cela ne tienne, parce que de manière matricielle, ce truc-là s'écrit très simplement. Alors l'écrire de manière matricielle, ça cache le problème, mais on va bien sûr avoir la question de l'inversibilité d'une matrice. Vous pouvez vérifier que matriciellement, si je note toujours avec la notation de tout à l'heure, ça équivaut matriciellement à un plus 1 égale identité moins a, un plus 1 égale un. Sans trop de surprise. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a parlé de semi-discrétisation, on a dit quand on fait ELR implicite, en fait, ce qu'on a, c'est identité moins delta t fois a. Alors ici, le a que j'ai défini, le delta t, il est caché là-dedans. Donc, ce que j'ai appelé a au tout début, dans la semi-discrétisation, en fait, c'est cet opérateur-là. C'est, disons, a divisé par le a que j'ai mis là divisé par delta t. Ok. Donc vous voyez que là, je n'ai pas vraiment donné une équation, parce que si identité moins a n'est pas inversible, cette équation n'admet pas de solution. Je laisse en exercice de voir que ça, c'est exactement équivalent à ça, mais c'est très simple. Hein. Là, j'ai 1 plus nu ujn plus 1, moins nu uj moins 1 n plus 1 égale ujn. Donc matriciellement, ça fait exactement ça. Toujours avec un un égale bien sûr u en n jusqu'à unxn. Donc voilà, là vous avez une proposition alternative de UN, de UJN du coup, pour approcher les solutions d'équations différentielles, de l'équation dérivée partielle, et cette fois de manière implicite. Et donc si identité moins A est inversible, je peux écrire que UN c'est simplement identité, UN plus 1, c'est identité moins A moins 1, UN. Alors, la
la question du coup se pose de est-ce que oui ou non identité moins A est inversible. Alors c'est quoi identité moins A? Il y a des fois où cette question n'est pas évidente du tout, hein, l'inversibilité d'une matrice, c'est pas forcément cadeau. Mais là, cette matrice-là, c'est très simple parce que cette matrice, si on regarde ce qu'elle vaut 1 plus nu sur la diagonale, 0 partout ailleurs, et sous la diagonale, il y a moins nu. Bon, alors est-ce que cette matrice est inversible? Oui, parce qu'elle est triangulaire supérieure, donc une manière de le voir, c'est qu'elle est triangulaire inférieure, pardon. Vous lisez ses valeurs propres sur la diagonale. Ces valeurs propres, bah, c'est des réels plus grands que 1, en particulier, strictement non nuls. Donc, cette matrice-là, elle, bien évidemment, appartient. Alors ici, la matrice, elle est de taille nx. C'est une matrice de taille nx fois nx qui est très clairement inversible, qui est dans GLNX de R. Ok. Donc, pour cette situation-là, le schéma de l'aire implicite est parfaitement bien défini. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, hein, mais pour l'aire implicite, les conditions au bord, la discrétisation des conditions au bord et de la condition initiale sont exactement les mêmes que celles qu'on a faites pour l'aire explicite. Ok. Donc maintenant, on va un petit peu discuter de bon, est-ce que ces schémas ils tiennent la route. On va aller beaucoup moins loin hein, sur les schémas sur les EDP en termes de stabilité, convergence, consistance, même si il y a des choses, des idées qui sont proches. On va vraiment parler exclusivement de stabilité parce qu'il y a des phénomènes nouveaux qui apparaissent dans les équations de dérivées partielles qui sont assez intéressants. Donc la première chose qu'on va faire, c'est parler un petit peu de stabilité en norme L infinie et puis sur la fin de ce chapitre, on généralisera cette notion à d'autres normes. Et puis on va voir comment on peut, du coup, à l'aide de cette notion de stabilité, obtenir des informations sur les schémas de l'aire explicite et implicite pour décentrer amont pour l'équation de transport.